tous, très heureux donc de partager ce nouveau flash actualité de la filière FAI2R qui va porter aujourd'hui sur le syndrome très nouvellement décrit, le syndrome de Vexas. Donc le Vexas c'est une maladie maintenant connue presque de tous normalement et qui est donc les vacuoles, l'enzyme WBA1 lié à l'X avec un syndrome donc auto-inflammatoire. Et ce syndrome décrit originalement chez une vingtaine de patients, décrivait les hommes âgés avec de la fièvre, une attente pulmonaire, une dermatose neutrophilique, des chondrites, des infiltrats pulmonaires et une macrocytose avec un syndrome inflammatoire et l'association chez un malade sur 5 d'un syndrome myélodysplasique. Donc cette pathologie aujourd'hui bien sûr s'étend sur le plan de phénotype clinique et c'est ça les nouveaux éléments intéressants depuis les quelques mois de la description de cette maladie et donc le premier élément est bien sûr la possibilité du syndrome de Vexas chez les femmes, un cas en particulier de monosomie X acquise et donc aujourd'hui c'est un syndrome qui peut également donc s'observer chez les femmes. Deuxième élément, si on s'intéresse donc aux polychondrites, puisque c'est quand même un des éléments forts de ce syndrome, décrit dans une grande majorité des cas, donc l'atteinte de type chondrite inflammatoire, nous avons donc regardé dans la cohorte française récemment et comparé au syndrome donc aux polychondrites donc idiopathiques. Et vous voyez ici avec quand même donc des particularités cliniques très importantes. Donc en orange ici donc le polychondrite idiopathique. Et les Vexas en bleu. Les Vexas en bleu sont fébriles, ont une atteinte cutanée, ont donc une atteinte oculaire, ont bien sûr le syndrome myélodysplasique associé. Et vous voyez la différence très frappante, bien sûr, avec la polychondrite idiopathique, qui est beaucoup plus fréquente chez une personne d'âge jeune et avec donc une prédominance qui est donc masculine, bien sûr, dans le syndrome de Vexas. Enfin, le deuxième élément frappant, et c'est quelque chose qu'on observe dans la grande majorité des phénotypes cliniques du Vexas, quelle que soit finalement la présentation, c'est que la réponse thérapeutique et la rémission sont extrêmement difficiles à obtenir. Vous voyez la différence ici, des réponses obtenues aux traitements cortisoniques ou aux immunosuppresseurs habituels au Vexas par rapport donc à la forme idiopathique des patients avec une polychondrite. Nos dermatologues français et donc l'équipe de Saint-Louis a également décrit la variété de la symptomatologie donc dermatologique. Vous voyez donc la dermatose neutrophilique, bien sûr, initialement décrite, mais également des papules, également de l'érythème, également donc le livédo, dont les biopsies montrent donc des lésions et donc une clonalité de type UBA1, donc ça c'est une extension importante. Et enfin la cohorte française Vexas, qui est une large cohorte multicentrique, collaborative, des hématologues, des dermatologues, des pneumologues, des internistes, bien sûr, qui est aujourd'hui la plus importante cohorte mondiale et qui a donc décrit 116 malades, dont certains éléments retrouvent bien sûr les symptômes initiaux décrits par nos collègues américains, donc la fièvre, les attentes cutanées, les attentes pulmonaires, mais élargit également le phénotype clinique en décrivant des polyadénopathies qui sont possibles en dehors de toute maladie hématologique maligne, en tout cas lymphoïde, l'attente articulaire, l'attente digestive, l'attente cardiaque, qui sont de nouvelles attentes et de nouveaux phénotypes cliniques, donc surajoutent à la description initiale. Et la caractéristique majeure est bien sûr toujours la présence du syndrome inflammatoire et de la macrocytose, chez donc de façon prédominante des hommes, avec un âge médian ici dans la cohorte de 71 ans. Troisième élément intéressant, c'est bien sûr la génétique. La génétique, donc plusieurs génotypes sont aujourd'hui décrits, donc plusieurs mutations sont aujourd'hui décrites. Et voilà ici, sur la cohorte française, la prédominance, en tout cas la prévalence de ces différentes mutations, avec la MET41 étant la plus fréquente mutation pour le moment, en tout cas retrouvée. Et aujourd'hui, il y a une clonalité, en tout cas en NGS myéloïde qui est retrouvée également dans une bonne partie des malades, y compris en absence de syndrome myélodysplasique. Enfin, nous avons analysé un cluster dans ce travail français pour déterminer s'il y a des groupes de patients qui se retrouvent en fonction du phénotype clinique et d'autres, bien sûr, caractéristiques biologiques. Et comme vous pouvez observer ici, nous avons donc trois phénotypes, trois clusters finalement qui semblent en tout cas ressortir. Un cluster qui est donc le cluster hématologique. C'est donc les malades qui ont le plus souvent le syndrome myélodysplasique, ils ont des attentes graves, ils ont le plus souvent les chondrites, l'attente digestive, l'attente pulmonaire et cardiaque. On va voir plus tard que ces malades ont bien sûr également une surmortalité beaucoup plus importante que les autres.
Nous avons le cluster 1, qui est parmi les plus fréquents finalement, qui est donc caractérisé par en l'absence finalement le plus souvent de la fièvre, de l'altération d'état général, finalement le plus souvent des malades avec une attente dermatologique, et le plus souvent c'est donc le cluster ici décrit qui est retrouvé dans ce groupe de malades. Et enfin le troisième, ce sont des malades tels qu'on trouve dans les artères gigantes et cellulaires du sujet âgé, des formes inflammatoires avec une altération d'état général, de la fièvre, un gros syndrome inflammatoire, et souvent associé donc à des lésions cutanées de vascularite. Et les autres manifestations sont donc beaucoup moins fréquentes dans ce dernier cluster. Nous avons regardé bien sûr par ailleurs après s'il y avait des corrélations, d'autres corrélations phénotypes-génotypes, certains éléments, mais sans être discriminants, également peuvent ressortir, par exemple certaines attentes cutanées, peut-être un peu plus fréquentes dans les attentes dans certains génotypes, mais tout cela nécessite bien sûr des effectifs plus importants pour le confirmer. Et enfin, l'élément bien sûr intéressant, c'est la mortalité. Donc on a vu que la mortalité, c'est quasiment 20% des malades à 3 ans. Et que, bien sûr, il était intéressant de regarder s'il y avait une corrélation, en tout cas une association de la surmortalité en fonction donc du type de la mutation et bien sûr du phénotype clinique qu'on a observé. Et comme vous pouvez voir ici, une des mutations a très clairement une meilleure survie par rapport aux autres sur les courbes de droite et de façon également là sur les clusters, la présence du syndrome myelodysplastique, bien sûr, greffe lourdement la survie, donc augmente la surmortalité bien sûr des malades, c'est le cluster 2 sur les courbes de survie. Et enfin, le dernier élément important, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, c'est toute l'importance des études qui se concentrent sur cette question importante. Le risque de décès selon des séries donc, varie de 15 à 40%. La corticodépendance, c'est quasiment un malade sur 2. Et la majorité des malades ont au moins 3 lignes d'immunosuppresseurs. Donc les stratégies, bien sûr, d'épargne cortisonique sont majeures dans cette pathologie, en tout cas, qui semble être extrêmement corticodépendante. Et voilà donc les premières données du groupe français sur l'azacitidine, le traitement donc de la maladie hématologique sous-jacente. Donc c'est une petite série pour le moment, mais la première qui montre des taux relativement intéressants. Un malade sur 2 répond donc au traitement par azacitidine, mais rappelons-le, c'est beaucoup moins important que ce qu'on observe dans les syndromes myélodysplasiques, donc ça reste un traitement qui semble être moins efficace néanmoins que peut-être habituellement dans ce qu'on observe dans les syndromes myélodysplasiques. Nos collègues français de Lyon ont également rapporté les données sur les anti-JAK et bientôt une publication qui montre que le ruxolitinib, beaucoup mieux que les autres, semble être l'une des molécules clés très clairement du syndrome de Vexas, avec probablement même des données de réponse beaucoup plus intéressantes même que l'azacitidine. Et enfin, ces données de nos amis lillois très récemment, également sur bien sûr la greffe de moelle. La greffe de moelle qui n'était pas initialement faite dans le contexte du syndrome de Vexas, puisqu'il n'était pas connu. Il était fait pour des malades lourds, avec des syndromes auto-inflammatoires persistants, difficiles à traiter, de nombreuses lignes thérapeutiques. Et vous voyez que sur les 6 malades greffés, on a néanmoins des taux de réponse intéressants dans cette petite, bien sûr, série, et souligne donc en tout cas potentiellement la possibilité de cette thérapeutique chez des malades particulièrement réfractaires et réfractaires à plusieurs lignées thérapeutiques. Donc le Vexas aujourd'hui se positionne entre ce qu'on sait maintenant depuis déjà plusieurs années, à la fois des pathologies auto-inflammatoires acquises et à la fois donc la maladie hématologique, le syndrome myélodysplasique qui semble être une maladie trigger de tout un ensemble d'événements inflammatoires ou auto-inflammatoires. Et aujourd'hui, bien sûr, d'autres formes Vexas-like sont en cours de recherche de leur mutation, puisqu'on imagine que d'autres mutations que le BA1 pourraient être à l'origine donc, de ce type de syndrome inflammatoire acquise. Merci à vous. Merci beaucoup Arsène pour cette très très belle présentation qui fait une revue un peu de la littérature et des premières données publiées dans la littérature. Et puis la série française très 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 impressionnante de 116 patients maintenant. 2-3 petites questions. On évoquera le Vexas devant un phénotype compatible bien sûr. Quand il y a une corticorésistance, est-ce qu'il y a des Vexas qui répondent bien aux corticoïdes ? Ce qui est vraiment la caractéristique des Vexas, c'est qu'ils répondent quasiment tous à la cortisone. La difficulté, elle est celle qu'il y a une corticodépendance, et des fois à très 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 haut niveau. On a des malades qui ont 40 mg, ils ne peuvent pas descendre de 40 mg. Et donc la vraie difficulté du Vexas, c'est qu'on a une thérapeutique extrêmement efficace qui est la cortisone. Elle marche quasiment toujours, et c'est une question de dose. Mais en revanche, la corticodépendance, elle est extrêmement fréquente et très importante.
Et la vraie question aujourd'hui est très clairement de l'épargne cortisonique. Et enfin, de façon beaucoup plus importante, bien sûr, de la question de traiter et guérir le malade, ce qui bien sûr n'est jamais le cas avec nos thérapeutiques, en tout cas pour le moment, de type anti-JAK, azacitidine ou autre. Est-ce que tu penses que concernant les patients qui ont une corticodépendance, il faut avoir une réflexion thérapeutique en fonction de l'existence ou non d'un syndrome myélodysplasique et faire son choix thérapeutique en fonction de cela? Alors aujourd'hui, c'est sûr qu'on a encore très très peu de données thérapeutiques pour pouvoir véritablement proposer une attitude thérapeutique. Mais néanmoins, on peut se calquer probablement sur ce qu'on sait, c'est-à-dire, y a-t-il l'existence d'un syndrome myélodysplasique, oui ou non? C'est la première question. Et il faut vraiment voir que là-dessus, il peut y avoir difficile des fois de faire la distinction, parce que le myélogramme, donc il y a donc des cytopénies, il y a une macrocytose. Le myélogramme peut être des fois d'interprétation difficile, donc il faut très certainement s'aider du cariotype et de NGS, myéloïde, car ils peuvent éventuellement nous guider quand même vers la confirmation du syndrome myélodysplasique. En cas d'existence d'un syndrome myélodysplasique de haut grade, c'est-à-dire nécessitant donc une induction thérapeutique par azacitidine, il est évident que l'azacitidine fait partie de la thérapeutique qui doit être appliquée, puisque le syndrome myélodysplasique, en tout cas, l'exige. Néanmoins, dans la majorité des cas, le syndrome myélodysplasique est de faible risque, et donc il ne nécessite donc pas habituellement pour le syndrome hématologique, de traitement hématologique. Et donc souvent, avant probablement aller en traitement type azacitidine ou bien sûr la greffe, aujourd'hui, au vu des données de l'efficacité assez spectaculaire des anti-JAK, c'est probablement une des premières lignes thérapeutiques qui doit s'imposer. Et un futur essai thérapeutique français devrait permettre d'avoir beaucoup plus d'éléments pour y répondre. Dans votre série de 116 patients, les extrêmes d'âge, c'est 66-76. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Vexas avant 60 ans? Il n'y a pas encore de description, mais on va très certainement avoir quand même des sujets beaucoup plus jeunes, en tout cas on pense, et il y a même donc une petite étude en cours pour essayer de justement déterminer s'il y a des sujets beaucoup plus jeunes et s'il y a bien sûr des différences de présentation. Donc, si le phénotype est compatible, c'est utile de rechercher la mutation UBA1. Aujourd'hui, je crois qu'il faut rester assez ouvert d'esprit, comme ce qu'on a fait, enfin ce qui a été fait par les équipes françaises pour les femmes, et donc ne pas hésiter quand même dans un tableau qui n'a pas fait la preuve, bien sûr, d'une mutation génétique habituelle constitutionnelle, de rechercher les mutations acquises d'auto-inflammatoires, et en particulier l'UBA1. Merci beaucoup. Dernière question, Arsène. Alors, un symposium international Vexas en France, c'est pour quand? Ça va être donc la filière FI2R, bien sûr, et donc on espère très prochainement, courant 2022, avec bien sûr un travail collaboratif de toutes les équipes françaises et bien sûr un congrès international des équipes impliquées dans le Vexas. Merci beaucoup, Arsène, et bravo pour ce travail.